Tu sais, il y a des moments dans la vie où tout a l'air normal. Tout roule. Tu travailles, tu rentres à la maison, tu partages un repas, un sourire, une habitude. Tu crois connaître la personne qui partage ton lit, ton quotidien, ton avenir, mais en réalité, tu ignores tout. Et quand la vérité arrive, elle ne frappe pas à la porte. Elle explose. Comme une bombe dans ta cuisine. Et ce que tu découvres alors, tu ne peux plus jamais l'oublier. Ce que tu vas voir ici, c'est plus qu'une histoire. C'est un coup de poing. Un mélange de trahison, de pouvoir, d'amour brisé et de renaissance. Mais attention, rien n'est comme il paraît. Et parfois, celles qu'on croyait faibles deviennent les plus dangereuses ou les plus fortes. Si tu aimes les histoires où rien n'est prévisible, où chaque détail cache une vérité plus grande, alors abonne-toi tout de suite. Clique sur le bouton s'abonner, active la cloche, parce que ce que tu vas vivre ici, tu ne l'oublieras pas. Élodie Marquet ajusta le col de sa blouse ivoire en soufflant profondément. Le reflet dans la vitre du bureau renvoyait l'image d'une femme forte, professionnelle, irréprochable. Mais derrière les yeux fatigués, une inquiétude sourde bouillonnait. Il était déjà plus de 21h, et le bâtiment de l'Humera International, géant des cosmétiques, était presque désert. Elle termina de corriger le dernier tableau de bord de performance pour le trimestre et jeta un œil à son téléphone. Rien. Pas un message. Pas un appel. 3e soir d'affilée sans nouvelles de son mari, Thiago Marquet, directeur marketing de l'entreprise, est soi-disant occupé par des dîners stratégiques avec les partenaires de la marque. Il ne rentrera pas avant minuit, j'en suis sûre, murmura-t-elle pour elle-même en s'adossant à sa chaise. Leur mariage durait depuis 8 ans. Une histoire née dans les couloirs de la même entreprise, renforcée par des projets communs, des rêves alignés, du moins, c'est ce qu'Élodie croyait. Depuis quelques mois, Thiago s'éloignait. Il souriait moins. Il la regardait moins. Et surtout, il devenait insaisissable. Le nouveau parfum sur ses vêtements, le téléphone toujours verrouillé, les absences prolongées sous prétexte de réunion. Un bruit de talons la sortit de ses pensées. Elle reconnut la silhouette élancée de Luna Beauchamp, sa meilleure amie et analyste financière. « Tu es encore là ?» soupira Luna en entrant, un gobelet de thé à la main. « On dirait que tu vis ici maintenant. »« Je devais finir le rapport pour le conseil », répondit Élodie sans vraiment regarder son amie. « Et toi ? Je t'attendais. On devait aller ensemble à la convention de ce soir, tu te souviens ?» Élodie écarquilla les yeux. Elle avait complètement oublié, la grande soirée annuelle de l'Humera, un événement chic, en costume, avec tous les cadres de l'entreprise et les invités VIP. Elle soupira. « Franchement, je n'ai aucune envie de faire semblant de sourire à ces gens. Encore moins de me montrer aux côtés de Thiago. » Luna posa le thé devant elle. « Élodie, il s'est passé quelque chose ?» La jeune femme haussa les épaules. « C'est comme si je partageais mon appartement avec un étranger. Il part tôt, rentre tard, évite les conversations. Je ne sais pas. Je sens qu'il y a autre chose. Quelque chose qu'il ne me dit pas. » Luna pinça les lèvres et sembla hésiter. « Je ne voulais pas te faire de la peine, mais j'ai remarqué que Thiago traîne beaucoup avec sa nouvelle assistante. Tu sais, celle qui est arrivée il y a 3 mois. Sabrina Ménard. Belle, brune, lèvres rouges, jupe fendue jusqu'à l'âme. Je l'ai vue, oui, répondit Élodie, la voix plus froide. Il m'en parle comme d'une collaboratrice brillante. Trop brillante, peut-être. Viens quand même ce soir. Tu n'as rien à prouver à personne, mais tu dois être là. Pour toi. Et crois-moi, l'absence serait plus parlante que ta présence. Élodie hésita, mais finit par céder. Elle se changea dans les vestiaires, optant pour une robe noire élégante, simple, mais qui la mettait en valeur. Elle attacha ses cheveux en chignon bas et mit un rouge à lèvres discret. Une armure. Rien de plus. Le hall du Grand Hôtel Beaufort brillait de 1000 feux. Lustres imposants, tapis rouge, champagne qui coulait à flots. Élodie pénétra dans la salle accompagnée de Luna. Elle vit rapidement les visages connus, le directeur général, les chefs de produits, quelques influenceuses partenaires de la marque, et au milieu de tout cela, Thiago, debout près du buffet, une flûte à la main, riant avec Sabrina. Élodie sentit son cœur se contracter. Sabrina portait une robe rouge incendiaire, moulante, provocante. Ses cheveux retombaient en boucles parfaites sur ses épaules. Thiago, quant à lui, semblait détendu, complice. Et puis, le monde ralentit. Il pencha la tête et l'embrassa. Pas sur la joue. Pas par accident. Un baiser.
Vrai. Lent. Public. Élodie sentit un froid parcourir son échine. Plusieurs collègues, pris de court, détournèrent les yeux. D'autres échangèrent des regards pleins de sous-entendus. Et Thiago, l'air de rien, poursuivit sa conversation comme si de rien n'était. Luna attrapa discrètement la main de son amie. « Tu veux qu'on parte ?» Élodie répondit d'un souffle. « Non. Je vais rester. Je vais les regarder dans les yeux. Je veux qu'ils sachent que je sais. Je ne pleurerai pas ce soir. » Elle attrapa une coupe de champagne et se dirigea vers le groupe de direction. Son visage affichait un calme parfait. Elle rit à deux blagues, fit quelques compliments sur la décoration. Pendant ce temps, Thiago évitait de croiser son regard. Sabrina, en revanche, la fixait avec un sourire triomphant. Elle savait. Elle voulait provoquer. Et elle avait réussi. Plus tard dans la soirée, alors que les discours officiels avaient commencé, Élodie s'éclipsa vers la terrasse pour prendre l'air. Le murmure des conversations s'étouffait derrière les grandes baies vitrées. Elle s'appuya contre la balustrade en fer forgé et ferma les yeux. Sa gorge était serrée. Mais elle refusait de pleurer. « Tu es sûre de vouloir rester ?» murmura Luna en la rejoignant. « On peut partir, aller boire un verre ailleurs. Oubliez cette mascarade. »« Non, pas encore. J'ai besoin de voir jusqu'où ils iront. » Soudain, la voix du directeur général, Gaspard Lemoine, résonna dans les haut-parleurs. Et pour finir, un mot sur notre prochain projet phare, la nouvelle ligne d'origine, une initiative dirigée par notre brillante chef de projet, Élodie Marquet. Merci à elle pour son engagement exceptionnel. Applaudissements. Élodie se figea. Un projecteur s'alluma à l'intérieur de la salle, la cherchant. Un autre l'invita à revenir pour saluer. « Tu montes ?» souffla Luna. Élodie inspira profondément, sécha une larme rebelle du coin de l'œil et retourna dans la salle sous les regards de centaines de paires d'yeux. Elle monta sur la scène, salua, remercia sobrement, et croisa enfin le regard de Thiago. Il était livide. La soirée continua. Peu après minuit, Élodie décida de rentrer seule. Dans le taxi, elle reçut enfin un message de son mari. « Désolé pour ce soir. On se parle demain. » Aucune excuse. Aucune tentative d'explication. Juste cette phrase vide, glaciale. En arrivant chez elle, elle retira sa robe, se démaquilla, et s'assit dans le salon, plongée dans l'obscurité. Elle repensa à chaque détail, chaque signal ignoré. Les appels nocturnes. Les week-ends prolongés. Les silences lourds de sens. Elle n'était pas idiote. Mais elle avait été amoureuse. Aveugle par choix. Et maintenant, elle était réveillée. Le lendemain matin, au bureau, tout semblait reprendre son cours. Mais quelque chose avait changé. Des regards furtifs. Des messes basses. Une tension invisible. Luna la rejoignit à son bureau avec un café. « Tu sais que les vidéos du baiser circulent déjà ? Je m'en doutais. Et tu sais ce que ça veut dire ? Ton mari vient de te humilier publiquement. Et s'il pense que tu vas encaisser sans broncher, c'est qu'il ne te connaît pas. » Élodie but une gorgée de café, les yeux fixés sur son écran. « Il ne sait pas à qui il a affaire, » murmura-t-elle. Et ce fut là que tout commença. Sa transformation. Sa revanche. Et surtout, la renaissance d'une femme qu'on avait sous-estimée trop longtemps. Le lundi matin s'annonçait orageux, tant à l'extérieur qu'au sein de l'Humera International. Le ciel était d'un gris métallique, et l'air, saturé d'électricité, semblait annoncer quelque chose. Élodie Marquet était arrivée avant tout le monde. Elle voulait éviter le regard pesant des collègues, les faux sourires de compassion, les chuchotements empoisonnés dans les couloirs. Dans son bureau, elle ferma doucement la porte et s'adossa au mur, inspirant lentement. Calme. Contrôle. Classe. C'est toi maintenant. À 8h30, Luna Beauchamp fit son apparition, impeccablement habillée dans un tailleur bleu foncé. Elle portait 2 cafés dans un porte-gobelet et une enveloppe beige sous le bras. « Bonjour, reine du silence diplomatique », lança-t-elle avec un sourire. Élodie esquissa un rictus. « Je suis dans l'œil du cyclone, mais debout. »« Tiens, » dit Luna en lui tendant le café, extra fort, sans sucre. Et ça, elle agita l'enveloppe, c'est ce qu'on pourrait appeler un os à ronger. C'est quoi ? Une copie anonyme d'un document budgétaire du département marketing. Daté de la semaine dernière. Et tu vas vouloir voir ça. Élodie fronça les sourcils, prit les feuilles et les parcourut en silence. Au premier regard, cela semblait être une répartition standard des dépenses.
campagne publicitaire, collaboration, événements. Mais en analysant ligne par ligne, quelque chose lui sauta aux yeux. Hébergement événementiel Hôtel Beaufort, 2 chambres, 3 nuits, murmura-t-elle. La convention n'a duré qu'une nuit. Exact, répondit Luna. Et je t'assure qu'aucun autre cadre n'a été logé plus d'une nuit. Juste Thiago et Sabrina. Elodie sentit une montée d'adrénaline froide. Il a osé facturer ses escapades avec elle à l'entreprise. Et ce n'est pas tout, reprit Luna en sortant une deuxième page. Tu vois cette ligne? Fonds spéciaux, influenceurs internes. J'ai vérifié. Ces dépenses ont été débitées de la même carte que celle utilisée pour les achats privés de Thiago, notamment chez une bijouterie où Sabrina a été vue la semaine dernière. Elodie s'assit lentement. Il mélange ses coucheries avec les budgets de l'entreprise. Et il pense que personne ne verra rien. C'est là qu'il s'est trompé. Pendant le reste de la journée, Elodie joua la comédie. Elle assista aux réunions, sourit poliment, fit des commentaires pertinents, tout en observant. Sabrina passait devant elle comme une princesse en défilé. Et Thiago, il jouait l'époux détaché, professionnel, limite ennuyé. Mais à 18h, Elodie reçut un message de Luna. Salle de réunion B, 18h30. J'ai du lourd. Elle s'y rendit sans poser de questions. À son arrivée, Luna avait déjà affiché des documents sur l'écran. Elle tournait autour de la table comme une avocate en procès. Tu veux du croustillant? Tiens-toi bien. Elle projeta un extrait d'un enregistrement audio. Une voix masculine, calme mais arrogante, résonna dans la pièce. C'était Thiago. Elodie ne voit rien. Elle est trop absorbée par son projet. Et puis, même si elle découvre, elle n'aura jamais le cran de m'affronter. Elle est trop correcte, trop docile. Elodie sentit une décharge électrique lui traverser la nuque. C'est quoi ça? Murmura-t-elle. Une capture d'une conversation entre Thiago et Sabrina. Un collègue du service informatique m'a discrètement transféré ça. Il devait vérifier les micros de la salle pour un test de son. Apparemment, il s'était isolé là un soir pensant que personne n'écoutait. Un rire féminin éclata sur l'enregistrement. Sabrina. Je suis presque déçue. J'aurais aimé qu'elle découvre tout et explose. Un peu de spectacle, non? Elodie ferma les yeux. C'était au-delà de l'humiliation. C'était du mépris pur. Un théâtre cynique où elle jouait sans le savoir le rôle de l'épouse naïve. Mais elle n'était plus cette femme. Ok, souffla-t-elle. Tu peux couper. Luna obéit, la regardant avec prudence. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Elodie croisa les bras, le regard fixe. Je vais jouer le même jeu. Faire croire que je ne sais rien. Mais pendant ce temps, je vais collecter. Prouver. Et quand j'agirai, il n'y aura aucun doute sur ses intentions ni sur les miennes. Les jours suivants, elle adopta une attitude parfaitement maîtrisée. Saluait son mari chaque matin. Parlait de banalités à table. Répondait à ses messages comme si de rien n'était. Mais chaque soir, dans l'ombre, elle épluchait les comptes, les projets passés, les campagnes signées au nom de Sabrina. Elle découvrit que cette dernière avait été nommée gestionnaire de budget sur une ligne de produits sans expérience préalable. Et que cette promotion avait été soutenue personnellement par Thiago. Une autre découverte glaça son sang. Le président de l'entreprise, Gaspard Lemoine, avait des liens avec la famille de Sabrina. Une vieille dette d'honneur datant d'une époque où le père de Sabrina, un ancien actionnaire silencieux, avait sauvé l'entreprise d'une crise financière. Elodie comprit alors que Sabrina n'était pas une simple maîtresse opportuniste, mais qu'elle faisait partie d'un plan plus vaste. Un plan de succession. Et peut-être même de prise de contrôle. Un vendredi matin, tout bascula. Gaspard Lemoine convoqua tous les chefs de projet à une réunion stratégique pour préparer l'avenir de l'Humera. Elodie entra dans la salle de conférence, prête comme jamais. Luna l'accompagnait. À sa grande surprise, Sabrina y était aussi, assise à la droite de Gaspard. Elle portait une robe beige et un sourire insupportable. Comme vous le savez, dit Gaspard en se levant, notre entreprise se prépare à une réorganisation majeure. Et nous avons besoin de leaders, visionnaires. Il fit une pause dramatique.
J'ai décidé de créer une nouvelle direction, développement stratégique et influence globale. Et j'ai choisi quelqu'un pour diriger ce pôle. Un murmure parcourut la salle. Sabrina Ménard. Élodie sentit sa mâchoire se crisper. Luna lui attrapa discrètement le poignet sous la table. Sabrina se leva, rayonnante, et prononça un discours préfabriqué sur les défis modernes du branding, sur la jeunesse comme moteur d'innovation. C'était grotesque. Mais personne n'osa contester la décision du PDG. Et surtout, Thiago souriait, satisfait. Ce soir-là, Élodie resta tard au bureau. Quand tout le monde partit, elle appela Luna. « J'ai besoin de toi. On va fouiller plus loin. » Jusqu'où ? Jusqu'à l'os. Ils avaient ouvert un jeu dangereux. Mais ce qu'ils ne savaient pas encore, c'est que la femme qu'ils croyaient affaiblie allait devenir leur plus redoutable adversaire. Les jours suivants, Élodie Marquet était devenue une autre femme. Toujours élégante, toujours professionnelle, mais désormais animée par une clarté de but glaçante. Elle travaillait en silence, notait chaque détail, observait chaque mouvement, surtout ceux de Sabrina et Thiago. Elle évitait les confrontations ouvertes. Elle n'en avait pas besoin. Le silence, lorsqu'il est habité par la vérité, pèse plus lourd que 1000 éclats. Pendant ce temps, Luna Beauchamp menait l'enquête. Son accès aux archives comptables et aux correspondances internes de l'entreprise était une mine d'or. Un matin, elle débarqua dans le bureau d'Élodie avec un regard qu'elle ne lui connaissait que trop bien. « J'ai trouvé quelque chose. Tu ferais bien de t'asseoir. »« C'est si grave que ça ?» demanda Élodie en posant sa tablette. Sabrina Ménard n'est pas Sabrina Ménard. Élodie cligna des yeux. « Je ne te suis pas. » Luna lança un document sur l'écran. Il s'agissait d'un extrait d'acte de naissance, accompagné d'un registre notarié datant de 1997. En haut du papier, un nom fit l'effet d'un coup de tonnerre. Sabrina Navarro Lemoine. Navarro. Lemoine ? Bredouilla Élodie. Sabrina est la fille illégitime de Gaspard Lemoine. Élodie sentit son monde vaciller. Tu es en train de me dire que le président de l'Humera a eu une fille cachée, qu'il a placée dans l'entreprise sous une fausse identité, et qu'il est en train de lui offrir un département entier ? Exactement. Et mieux encore, murmura Luna en zoomant sur un passage du document. Sabrina est née d'une relation entre Gaspard et Célia Navarro, une ancienne directrice de production qu'il a congédiée après une affaire interne jamais expliquée. Il l'a cachée pendant tout ce temps ? Pire. Il l'a formée, protégée. Et aujourd'hui, il la prépare à prendre la relève. Élodie resta immobile quelques instants, son esprit tournoyant à toute vitesse. Et Thiago dans tout ça ? Il est au courant ? C'est là que ça devient tordu. Je crois que non. Il pense manipuler Sabrina pour gravir les échelons. Mais il ne se doute pas qu'il est lui-même un pion dans une partie plus grande. Ce jour-là, Élodie quitta le bureau plus tôt que d'habitude. Elle avait besoin d'air, de silence, de réfléchir. Elle marcha pendant 1 heure dans les rues de Lyon, jusqu'au Vieux-Port, son refuge secret. Elle s'installa sur un banc, le regard perdu sur les reflets du fleuve. Thiago l'avait trahi. Gaspard lui avait menti. Sabrina l'avait humilié. Mais une voix intérieure, ferme et posée, lui répétait « Tu as la tête. Tu as la dignité. Tu as les armes. Tu n'es pas une victime. Tu es une stratège. » Le lendemain, elle demanda un rendez-vous discret avec Thomas Derand, nouveau directeur juridique de l'entreprise. Un homme discret, d'une 40aine d'années, à l'allure impeccable et au regard toujours sur ses gardes. « Merci de m'accorder un moment, Thomas. Toujours à votre service, Madame Marquet. Que puis-je faire pour vous ?» Elle ferma la porte derrière elle. « Je veux savoir s'il existe une clause dans les statuts de l'entreprise qui empêcherait un héritier illégitime de prendre part à la direction, ou d'hériter de part sociale. » Thomas haussa un sourcil. « Voilà une question, très spécifique. Et hypothétique, ajouta-t-elle avec un léger sourire. Mais urgente. » Il croisa les mains, intrigué. « Il existe une clause sur les transmissions familiales, mais elle ne mentionne pas explicitement les enfants hors mariage. Cependant, toute nomination stratégique doit être approuvée par un vote du conseil exécutif,
et validée par les actionnaires si cela touche aux pouvoirs exécutifs. Et si l'on découvre que la candidate ment sur son identité? Alors c'est une fraude interne, passible de licenciement immédiat, voire de poursuite pour dissimulation volontaire. Un silence tendu s'installa. Je vous conseille de ne rien faire sans preuve concrète, poursuivit Thomas. Mais si vous les avez, vous tenez là une bombe. Élodie sourit. C'est bien ce que je pensais. De retour dans son bureau, elle retrouva Luna et lui expliqua tout. Il faut qu'on creuse du côté de Célia Navarro. Elle a disparu des radars, mais je suis certaine qu'elle sait des choses. Et si on la retrouve? Tu veux l'utiliser comme témoin? Non. Je veux comprendre jusqu'où cette mascarade est allée. Et surtout, si Sabrina est capable de trahir son propre père pour prendre sa place, imagine ce qu'elle ferait à Thiago une fois qu'il ne lui sera plus utile. Ce même soir, Élodie rentra chez elle plus tôt que d'habitude. Thiago était déjà là. Il l'attendait dans la cuisine, une bouteille de vin ouverte et 2 verres posés sur le comptoir. « Tiens, dit-il en lui servant un verre. Pour nous. J'ai l'impression qu'on s'est un peu éloigné. » Elle le fixa, impassible. « Tu trouves? Oui, je veux dire, tu travailles beaucoup, moi aussi, mais, il ne faut pas qu'on se perde. » Élodie porta le verre à ses lèvres, sans boire. « Tu veux dire, comme 2 collègues qui se croisent entre 2 réunions? » Il cligna des yeux, troublé. « Qu'est-ce que tu insinues? » « Rien. Absolument rien. » Elle laissa planer un silence lourd. Puis ajouta. « Tu devrais peut-être passer moins de temps avec ton assistante. Les gens parlent, tu sais. » Il perdit un peu de sa couleur. « C'est professionnel, Élodie. Je ne comprends pas pourquoi. » « Non, Thiago. Ce que tu ne comprends pas, c'est que je ne suis plus aveugle. » Elle reposa son verre, sans ciller. « Tu m'as prise pour une idiote. Tu t'es servi de ton poste, de ton charme, et tu pensais que je me tairais éternellement. Mais tu as mal joué. Très mal joué. » Thiago fronça les sourcils, hésitant entre la colère et la peur. « Tu vas le regretter. » Élodie sourit froidement. « Non, Thiago. Toi, tu vas le regretter. » Le gala d'été de l'Humera International approchait à grands pas. Ce n'était pas un simple événement mondain, mais le rendez-vous stratégique de l'année, où se retrouvaient actionnaires, investisseurs, ambassadeurs de la marque et toute la haute sphère de l'entreprise. Les apparences y régnaient en maître. Élodie Marquet, quant à elle, avait d'autres priorités. Depuis sa confrontation glaciale avec Thiago, elle avait poursuivi son enquête avec une froide détermination. Elle avait désormais un tableau complet du puzzle, ou presque. Mais elle ignorait encore que quelqu'un préparait une attaque directe contre elle. Le jour du gala, Élodie arriva accompagnée de Luna Beauchamp, rayonnante dans une robe bleu nuit au décolleté croisé. Élodie, elle, portait une robe noire longue, sobre mais puissante, comme une déclaration de guerre muette. La soirée se déroulait dans les jardins suspendus du musée d'art moderne de Lyon. Champagne, musique classique, sculptures lumineuses et ambiance feutrée. Gaspard Lemoine faisait des discours charmants, Thiago jouait les directeurs irréprochables, Sabrina déambulait entre les invités avec l'aplomb d'une future héritière. Mais quelque chose clochait. Élodie le sentait dans l'air. Pendant le cocktail, alors qu'elle discutait avec une directrice d'une agence partenaire, elle sentit un léger vertige. Sa vision se troubla, ses tempes se mirent à pulser. Elle s'excusa poliment et se dirigea vers la salle de repos attenante. Une fois seule, elle s'appuya contre un mur, ferma les yeux. Sa gorge brûlait. Son estomac se tordait. Quelque chose n'allait pas du tout. Soudain, Luna entra précipitamment. « Élodie, tu vas bien? Je crois que j'ai été empoisonnée. » Luna pâlit instantanément. « Tu veux dire, littéralement? » Élodie hocha la tête. « J'ai bu à peine une gorgée de mon verre. Et tout est parti en vrille. Je connais mon corps, Luna. C'est pas un simple malaise. » Ni une ni deux, Luna attrapa le verre qu'Élodie avait laissé sur une table à l'extérieur et le glissa dans un sac hermétique. Elle appela discrètement Thomas Derand, le directeur juridique, qui avait déjà pris parti officieusement pour Élodie. Il faut faire analyser ça immédiatement. Le reste de la soirée se déroula sans incident apparent.
Élodie retourna en scène, légèrement pâle mais déterminée à ne rien laisser paraître. Mais elle vit quelque chose d'inhabituel, Sabrina, nerveuse, qui échangeait des regards tendus avec une femme plus âgée, brune, habillée avec discrétion, que personne ne semblait reconnaître. Luna revint vers Élodie plus tard avec un regard intense. « J'ai découvert qui c'est. Cette femme, là-bas. Elle s'appelle Célia Navarro. La mère biologique de Sabrina. » Élodie resta figée. « Elle est ici? Et mieux encore. Je viens d'entendre leur conversation dans la roseraie. Elles se disputaient. Visiblement, Célia est venue avertir sa fille de se méfier de Gaspard. Elle lui a dit, je cite, « Tu n'es qu'un pion dans son jeu, et quand il n'aura plus besoin de toi, il t'effacera comme il m'a effacé. » Un frisson parcourut le dos d'Élodie. Et Sabrina? Elle a réagi comment? Elle était furieuse. Mais pas contre sa mère. Contre Thiago. Elle lui a dit, « Tu m'avais promis qu'il allait la quitter. Tu m'avais promis qu'on dirigerait ensemble. Mais il te ment. Il joue contre toi. » Dans les coulisses du gala, les masques tombaient. Sabrina, jusqu'alors intouchable, commençait à réaliser qu'elle était manipulée. Gaspard Lemoine, son propre père, n'avait jamais reconnu leur lien publiquement et l'utilisait comme outil pour apaiser les actionnaires tout en gardant la main sur le conseil. Thiago, son amant, n'avait jamais l'intention de quitter Élodie. Il jouait à un double jeu, promettant le trône à Sabrina tout en profitant de sa proximité pour se positionner auprès du président. Et Élodie, silencieuse, observatrice, avait déjà tout compris. Le lendemain, les résultats de l'analyse tombèrent. Le verre contenait une dose légère d'un sédatif interdit, annonça Thomas à Élodie dans son bureau. Pas mortel. Pas dangereux à long terme. Mais suffisant pour provoquer vertige, nausée, désorientation. Quelqu'un a voulu me faire perdre la face, murmura Élodie. Tomber pendant un gala devant les actionnaires? Voilà un plan parfait pour me décrédibiliser. Luna entra à ce moment-là, haletante. Tu ne vas pas y croire. J'ai parlé au barman de la soirée. Il m'a dit qu'une femme, très belle, avec une robe beige et des boucles brunes, lui a donné ton verre pour qu'il le remette sur le plateau. Élodie sentit son estomac se nouer. Sabrina. Fais ce qu'il pense. Mais le plus étrange? Elle pleurait. Avant même que tu boives. Le soir même, alors qu'elle s'apprêtait à quitter le bureau, Élodie reçut un message anonyme glissé sous sa porte. Une seule phrase. Elle commence à douter. Profite du chaos. Aucun nom. Aucune signature. Mais elle comprit immédiatement. Sabrina n'était plus une menace claire. Elle devenait imprévisible. Ce que personne n'avait prévu, c'est qu'Élodie ne se contenterait pas d'attendre. Elle allait frapper. Et elle allait frapper fort. Le lundi suivant, Élodie Marquet arriva au siège de l'Humera International avant le lever du jour. Seule dans son bureau encore plongé dans l'obscurité, elle regardait les lumières de la ville à travers la baie vitrée. Elle n'était plus dans l'attente. Elle était dans l'action. Elle avait désormais un plan. Et pour l'exécuter, elle avait besoin de deux choses, soutien solide et preuves irréfutables. À 8 heures précises, elle convoqua une réunion confidentielle dans une salle discrète du 5e étage. Autour de la table se trouvaient Luna Beauchamp, sa fidèle alliée, Thomas Derand, le directeur juridique, et pour la première fois, Ramon Coste, directeur régional des ventes, autrefois rival de Thiago, mais connu pour son intégrité. Merci à vous trois d'être venus. Ce que je vais vous révéler doit rester entre nous. Commença-t-elle, le regard assuré. Elle exposa alors tout, les dépenses illégales de Thiago, la relation cachée entre Sabrina et Gaspard Lemoine, la tentative de sabotage lors du gala, et les documents prouvant que Sabrina n'est pas Ménard, mais Navarro Lemoine. Thomas, bien que déjà au courant, hocha la tête avec gravité. Ramon, lui, ouvrit de grands yeux. Donc vous me dites que Sabrina est en train d'être parachutée directrice d'un département, et que c'est la fille cachée du président? Exactement. Et Gaspard, épuisé,
commence à préparer sa succession officieuse. Mais ce qu'il ignore, c'est que j'ai une carte en main. Elle sortit une copie originale d'un addendum au statut, signé 20 ans plus tôt. En cas de conflit d'intérêts familial, toute transmission de poste stratégique doit être soumise au conseil exécutif. Et devinez quoi? Il n'y a jamais eu de vote pour nommer Sabrina responsable du développement stratégique. Luna sourit. Tu peux donc demander sa suspension immédiate pour violation des procédures internes. Et je vais le faire. Mais au bon moment. Elle posa une autre feuille sur la table. Pendant ce temps, nous préparons un dossier complet sur les manipulations de Thiago. Je veux une audience officielle avec le comité de discipline, pas une vengeance. Je veux qu'il soit jugé sur des faits. Thomas prit la parole. Et si Gaspard s'y oppose? Alors il tombera avec eux. Un silence lourd tomba sur la pièce. C'était clair, Élodie passait à l'offensive. Mais ailleurs, une autre bataille silencieuse se préparait. Dans un cabinet privé du centre-ville, Sabrina Navarro-Lemoine, seule, observait un petit écran d'échographie. La voix douce du médecin résonnait faiblement dans la pièce. « Félicitations, mademoiselle. Vous êtes enceinte de 8 semaines. » Sabrina sentit le monde chavirer. 8 semaines. Elle fit les calculs dans sa tête. Cela pouvait être Thiago. Mais cela pouvait aussi être Gaspard, son père biologique, avec qui elle n'avait jamais eu de lien charnel, bien sûr, mais qui, pour des raisons stratégiques, avait peut-être payé quelqu'un pour introduire cette idée. Ou pire, et si les dates ne collaient pas? Et si elle-même n'était plus sûre de qui était le père? Une nausée monta en elle. Pas physique, cette fois. Morale. Vertigineuse. Elle était en train de perdre le contrôle. 2 jours plus tard, Élodie fut convoquée au bureau de Gaspard. La demande était inhabituelle, surtout sans motif précis. Lorsqu'elle entra, elle trouva le président seul, assis derrière son large bureau en acajou, l'air plus fatigué que d'habitude. « Madame Marquet, dit-il sans détour, je voulais m'entretenir avec vous, avant que la situation ne devienne incontrôlable. »« Laquelle ?» demanda-t-elle avec un calme glacial. « La nomination illégitime de votre fille, ou le sabotage de l'événement officiel de l'entreprise ?» Gaspard baissa les yeux. « Vous savez, donc. Je sais tout. » Elle sortit une copie du document réglementaire et le posa devant lui. « Voici la clause que vous avez oublié de respecter. Et voici les preuves de l'irrégularité de la nomination de Sabrina. » Il soupira. « Je voulais lui donner une chance, réparer des erreurs passées. En détruisant la carrière des autres ?» Un silence pesant suivit. Puis Gaspard leva les yeux vers elle. « Que voulez-vous ? Que Sabrina soit suspendue immédiatement. Et que vous convoquiez une réunion d'urgence du conseil. Si vous ne le faites pas, je le ferai. Et je le ferai publiquement. » Il comprit alors que la partie était terminée. Il hocha la tête. « Très bien. La réunion aura lieu lundi matin. À huis clos. » Ce soir-là, Élodie croisa Thiago dans le hall. Il la suivit jusqu'à sa voiture. « Tu me déclares la guerre, » murmura-t-il. « Non, Thiago. Je te rends ta guerre. Tu l'as commencé le jour où tu as pensé que je ne vaudrais jamais plus que ton ombre. » Il la fixa, tendu. « Tu crois être en sécurité parce que tu as des preuves. Mais tu oublies que je sais tout de toi. Tout. » Elle sourit légèrement. « Ce que tu sais ne me menace plus. Parce que je n'ai rien à cacher. Contrairement à toi. » Elle ouvrit la portière. « Oh, et félicitations. Tu vas peut-être devenir père. Tu devrais parler à Sabrina, pendant qu'elle est encore disposée à t'écouter. » Plus tard dans la nuit, Sabrina pleurait seule dans son appartement. Le test de grossesse sur la table, les mains tremblantes.
Elle tenta d'appeler Thiago. Messagerie. Elle envoya un message. Pas de réponse. Elle le savait. Il avait tourné la page. Et elle portait une vie dont elle ne connaissait pas le père. Mais surtout, elle n'avait plus personne. Lundi matin. Le jour J. Le conseil d'administration de l'Humera International se réunissait exceptionnellement dans la grande salle de conférence du siège. Une table ovale de marbre, des vitres panoramiques, une atmosphère tendue, coupée au couteau. Tous les regards étaient tournés vers Gaspard Lemoine, le président, assis en bout de table, l'air grave. Mais c'est Élodie Marquet que tout le monde attendait. Elle entra, droite, dans un tailleur beige clair, élégante, froide, presque impériale. À ses côtés, Luna Beauchamp, Thomas Durand et Ramon Coste. Sabrina Navarro était déjà là, légèrement en retrait, visiblement nerveuse. Son teint pâle trahissait des nuits blanches et une angoisse grandissante. Thiago, lui, affichait un calme fin, les mains croisées, regard flottant. Gaspard ouvrit la séance. Merci à tous d'être venus sur convocation spéciale. Cette réunion vise à éclaircir plusieurs irrégularités apparues ces dernières semaines. Madame Marquet, vous avez la parole. Un silence religieux s'installa. Élodie se leva, ouvrit un dossier et prit une clé USB. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les membres du Conseil, ce que je vais vous présenter aujourd'hui concerne la transparence, l'éthique et la survie de cette entreprise. Elle connecta la clé et projeta un tableau détaillé. Voici un comparatif des budgets marketing sur les 6 derniers mois. Vous y verrez des dépenses non autorisées, hôtels de luxe, cadeaux, transferts non justifiés, le tout signé par Monsieur Thiago Marquet. Un murmure parcourut la salle. Ces fonds ont été détournés sous couvert de campagnes fictives, souvent en faveur de projets rattachés à Madame Sabrina Navarro, que vous connaissez sous le nom de Sabrina Ménard. Elle tourna l'écran vers le public. Une image d'un extrait d'acte de naissance apparut. Sabrina est la fille illégitime du président, née sous un autre nom. Ce lien n'a jamais été déclaré au Conseil. Et pourtant, elle a été nommée directrice d'un département stratégique sans vote, en violation des statuts. Sabrina se leva brusquement. C'est faux. Vous n'avez pas le droit de... Élodie leva la main. J'ai ici les enregistrements audio, les preuves comptables, et les témoignages. Je peux tous les diffuser maintenant. Gaspard se racla la gorge. Il savait que c'était terminé. Le conseil doit délibérer, dit-il d'une voix éteinte. Mais Élodie n'avait pas fini. Une tentative de sabotage a également eu lieu lors du gala d'été. Un sédatif interdit a été retrouvé dans mon verre. Et, selon le témoignage du barman, c'est une femme correspondant à la description de Sabrina qui a manipulé ce verre. Les membres du conseil se regardèrent, choqués. Thiago, blême, se leva. C'est ridicule. Elle invente tout ça pour se venger. Luna se leva à son tour. Non. Elle a été beaucoup plus patiente que vous ne le méritez. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ramon appuya. Moi-même, j'ai constaté que des rapports de performance ont été falsifiés pour favoriser Sabrina et affaiblir mon service. Gaspard ne dit rien. Il avait la tête baissée. Sabrina, livide, regardait Thiago avec haine. Tu devais me protéger, lui murmura-t-elle. Tu m'as dit que tu m'aimerais. Que tu resterais. Tu savais que c'était risqué, répliqua-t-il, glacial. Sabrina éclata. Tu m'as laissé tomber. Tu ne voulais ni moi, ni l'enfant. Un silence de plomb. Tous se figèrent. Élodie leva lentement les yeux. Tu es enceinte? Sabrina se rendit compte trop tard de ce qu'elle venait de révéler. Trop tard pour reculer. Thiago la fixa, choqué. De moi? Elle ne répondit pas. Les larmes aux yeux. Puis s'effondra sur sa chaise. Gaspard prit enfin la parole, d'une voix basse. Le conseil délibéra immédiatement. En attendant, Sabrina Navarro et Thiago Marquet sont suspendus de toutes leurs fonctions,
dans l'attente de l'audit complet. Il tourna la tête vers Élodie. « Madame Marquet, je reconnais votre intégrité. Vos preuves sont solides. Vous avez sauvé l'honneur de cette entreprise. » Quelques heures plus tard, dans un couloir vide, Thiago tenta de parler à Élodie. « Je ne voulais pas que ça aille si loin. C'était un jeu au début. Je me suis perdu. » Elle le regarda sans émotion. « Non, Thiago. Tu ne t'es pas perdu. Tu as choisi ton chemin. Et maintenant, il se termine ici. » Il voulut toucher son bras. Elle le recula. « Je ne suis plus ta complice. Ni ton abri. Ni ton silence. » Puis elle tourna les talons. Sans se retourner. Dans son nouveau bureau, Élodie regarda par la fenêtre. Elle venait de mettre fin à une ère de manipulation. Mais il lui restait un choix à faire, accepter ou non le poste de directrice générale, qu'on allait désormais lui proposer officiellement. 2 semaines s'étaient écoulées depuis la réunion qui avait fait trembler les murs de l'Humera International. Le scandale avait été étouffé en interne, mais les échos, eux, résonnaient encore dans les couloirs, dans les regards, dans les silences gênés lors des pauses café. Thiago Marquet avait présenté sa démission avant même que l'audit ne se termine. Il avait quitté l'entreprise sans un mot, ses cartons sous le bras et sa réputation en ruine. Personne ne l'avait revu depuis. Sabrina, quant à elle, avait été internée brièvement dans une clinique privée pour épuisement émotionnel. Son avenir, tout comme l'identité du père de son enfant, restait flou. Certains disaient qu'elle avait quitté Lyon. D'autres disaient que Gaspard Lemoine l'avait envoyée à l'étranger pour l'éloigner du feu. Et Gaspard? Il avait annoncé sa retraite anticipée, sans cérémonie, sans discours. Juste une note interne sobre et un départ en silence. Mais dans l'ombre de ces ruines, quelque chose de grand naissait. Dans son nouveau bureau l'ancien de Gaspard, Élodie Marquet contemplait un dossier sur lequel était écrit « Proposition officielle, poste de directrice générale ». Elle n'avait pas encore signé. Ce pouvoir, elle l'avait mérité. Elle l'avait gagné à la loyale, avec courage, stratégie et dignité. Mais elle se posait une dernière question. Est-ce que je le veux? Ou est-ce que je suis prête à tourner la page complètement? Ce soir-là, elle rejoignit Luna Beauchamp et Ramon Coste au restaurant de sa mère, une brasserie discrète nichée dans le quartier historique. L'ambiance était chaleureuse. Les murs en pierre. Les rires sincères. « Je n'arrive toujours pas à croire que tu aies mis KO toute une lignée de vipères », lança Luna en levant son verre. « C'est parce que je ne me suis pas battue comme une vipère », répondit Élodie. « Je me suis battue comme une femme qui n'avait plus rien à perdre. » Ramon sourit. « Et maintenant ? Maintenant, j'ai tout à choisir. » Ils mangèrent, ils rirent. Et pour la première fois depuis longtemps, Élodie se sentit libre. Aucune ombre. Aucun secret. Aucun regard à éviter. Le lendemain matin, elle arriva au bureau plus légère. Elle s'arrêta dans le couloir où elle avait surpris autrefois Thiago et Sabrina chuchotant comme des conspirateurs. Elle posa la main sur la poignée de la salle de réunion, puis fit demi-tour. Elle alla directement au bureau des ressources humaines. « J'ai une réponse à donner. » La DRH leva les yeux. « Le conseil attend votre décision. » Élodie prit une profonde inspiration. « J'accepte. » Le jour de l'annonce officielle, elle monta sur scène. Cette fois, personne ne l'interrompit. Pas de manipulation. Pas de mensonge. Juste elle, face à ses collègues, son entreprise, sa nouvelle vie. « Il fut un temps où j'étais invisible », commença-t-elle. « Où l'on me regardait comme un soutien, une présence rassurante, jamais comme une force. » Elle marqua une pause. Le silence était complet. « Mais aujourd'hui, je suis ici non pas parce que j'ai crié plus fort, mais parce que j'ai tenu bon. Parce que j'ai cru en l'intégrité, en l'effort, en la vérité. Et c'est avec ces valeurs que je veux diriger l'Humera. » Elle leva les yeux. Dans le fond de la salle, Thomas Durand lui fit un discret signe de tête. Luna souriait fièrement.
Ramon applaudissait le plus fort. Et quelque part, dans un lieu inconnu, Tiago entendait parler de tout cela. Peut-être regrettait-il. Peut-être pas. Mais cela n'avait plus d'importance. Ce soir-là, Élodie rentra chez elle. Seule. Et heureuse. Elle ôta ses chaussures, se servit un verre de vin, ouvrit la fenêtre, et laissa le vent de la nuit caresser son visage. Elle sourit. Pas parce qu'elle avait gagné. Mais parce qu'enfin, elle n'avait plus besoin de se battre. Quelques mois plus tard, l'Humera International lança sa nouvelle ligne Renacimiento, Renaissance. Une ligne créée par des femmes, pour les femmes. Audacieuse. Élégante. Libre. La publicité affichait un slogan que tout le monde retiendrait. Parfois, il faut tout perdre, pour enfin se trouver. Et le nom qui apparaissait à la fin? Élodie Marquet, directrice générale. Alors que cette histoire touche à sa fin, on ne peut s'empêcher de repenser à chaque pas qu'a dû franchir Élodie Marquet pour retrouver son identité, sa force, sa dignité. Au départ, elle était simplement une femme amoureuse, investie dans son couple, fidèle, loyale, concentrée sur sa carrière sans jamais négliger l'amour. Mais parfois, la vie prend des tournants que l'on n'imagine pas, et c'est dans l'épreuve, dans la douleur et la trahison que le vrai caractère se révèle. Cette histoire nous montre qu'il ne faut jamais sous-estimer la force tranquille de quelqu'un qui choisit le silence plutôt que le scandale, l'intégrité plutôt que la vengeance, la résilience plutôt que le chaos. Tu es peut-être, toi aussi, passé par une situation comme celle d'Élodie. Peut-être que tu as été trahi, humilié, utilisé, et que tu as cru ne pas avoir de voix, que ta dignité avait été volée. Mais regarde ce que cette femme a fait. Elle n'a pas crié, elle n'a pas frappé, elle n'a pas exposé tout sur les réseaux sociaux. Elle s'est relevée. En silence. Elle a observé. Elle a compris. Et elle a agi. Pas sous l'impulsion des émotions, mais avec sagesse, avec stratégie, avec maîtrise. Et c'est là que se trouve la vraie force, dans le choix de ne pas laisser les autres décider de notre valeur. Dans cette histoire, nous avons vu des personnages qui symbolisent des réalités humaines profondes. Tiago Marquet, l'épouse infidèle, représente l'arrogance, la vanité, l'ambition démesurée. Il a cru pouvoir tout contrôler, mentir, manipuler, séduire, cacher. Mais la vérité trouve toujours un chemin. Il croyait qu'Élodie ne voyait rien. Et pourtant, elle voyait tout. Comme souvent, les personnes silencieuses sont celles qui observent le plus. Et un jour, ce silence devient action. Un jour, le fruit de la patience devient justice. Tiago a perdu tout ce qu'il croyait posséder, le pouvoir, la reconnaissance, la femme à ses côtés, et même l'enfant qu'il n'a pas voulu assumer. Sabrina Navarro, quant à elle, incarne un autre type de tragédie. Elle est le produit d'un secret de famille, d'un rejet ancien, d'une quête de reconnaissance jamais comblée. Elle n'a jamais été aimée pour elle-même, et c'est pourquoi elle a tenté d'acheter l'amour par l'ascension sociale, par la séduction, par la compétition. Mais au fond, elle était perdue. Blessée. Et son erreur fut de croire qu'en détruisant une autre femme, elle guérirait ses propres blessures. Elle n'a pas compris que la dignité ne s'achète pas. Qu'on ne bâtit pas un avenir sur la ruine des autres. Elle a utilisé son corps, ses contacts, son mensonge, mais la vérité l'a rattrapée. Et même la vie qu'elle portait en elle, au lieu d'être une victoire, est devenue une interrogation douloureuse. Et puis il y a Gaspard Lemoine. L'homme de pouvoir. Celui qui voulait racheter ses fautes passées par des manipulations futures. Celui qui a trahi en silence, dissimulé sa paternité, tenté de contrôler l'avenir en tissant des fils invisibles dans l'ombre. Mais on ne contrôle pas tout. Même les puissants tombent. Même les hommes influents doivent un jour faire face à leurs actes. Et face à une femme droite, intègre, comme Élodie, il n'a pas eu le choix. Il a dû céder. Car le bien triomphe toujours sur le mal, tôt ou tard. Et enfin, il y a Élodie Marquet. Quelle leçon de caractère, de noblesse, de maîtrise de soi. Elle a été humiliée publiquement par son mari. Elle a été trahie dans son lieu de travail, utilisée, écartée, rabaissée. Et pourtant, elle s'est levée. Elle n'a pas crié. Elle a construit. En secret. Elle a écouté, réfléchi, préparé. Et quand le moment est venu, elle n'a pas frappé avec haine, mais avec vérité. Elle n'a pas détruit. Elle a simplement dit, voici les faits.
Et ce sont les faits qui ont fait tomber ses ennemis. Elle nous enseigne qu'il est possible de se défendre sans devenir cruel, qu'on peut se relever sans ressembler à ceux qui nous ont blessés. Elle nous rappelle que la vengeance n'est pas une solution, mais que la vérité, elle, libère. Et toi, qui as regardé cette histoire jusqu'ici, qu'est-ce qu'elle t'a fait ressentir? Est-ce qu'elle t'a touché? Est-ce qu'elle t'a rappelé une situation que tu as vécue? Est-ce qu'elle t'a encouragé à réfléchir à qui tu es, à ce que tu acceptes, à ce que tu tolères dans ta vie? Si oui, écris-nous dans les commentaires. Raconte ton témoignage. Dis-nous quelle scène t'a le plus marqué. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi à notre chaîne, clique sur j'aime, partage cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que l'espoir existe, que la justice peut triompher, que la dignité est plus puissante que la trahison. Parce qu'ensemble, on peut faire de ces histoires bien plus qu'un divertissement. On peut en faire des leçons de vie. Et justement, en parlant de vie, il y a une autre histoire, bien plus ancienne que celle d'Élodie. Une histoire qui ne se déroule pas dans un bureau, ni dans un mariage brisé, mais dans le cœur de Dieu. Une histoire de rédemption, de grâce, de pardon. Une histoire vraie. L'histoire de Jean 3h16, ce verset si souvent cité mais parfois si peu compris. Jean 3h16 dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. » Ce verset, c'est le cœur du message chrétien. C'est la preuve d'un amour qui dépasse tout. Ce n'est pas une belle phrase religieuse. C'est le cri d'un Dieu qui voit ton cœur. Qui connaît ta douleur. Qui a vu ta trahison, ton abandon, ton rejet. Qui sait ce que tu caches. Qui sait ce qu'on t'a fait. Et malgré tout ça, il t'aime. Oui, toi. Pas toi dans une version parfaite. Pas toi après avoir tout réglé. Pas toi quand tu seras fort, propre, organisé. Toi, maintenant. Avec ton passé. Avec tes blessures. Avec ta honte. Dieu t'a tant aimé qu'il a envoyé son propre Fils, Jésus-Christ, pour venir sur cette terre, vivre sans péché, mourir à ta place, ressusciter pour t'ouvrir un chemin vers une nouvelle vie. Il n'a pas attendu que tu viennes à lui. Il est venu à toi. Il t'a cherché. Il t'a choisi. Et il attend. Il ne s'impose pas. Il frappe doucement à la porte de ton cœur. Il dit, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai. Jésus n'est pas une religion. Il est une personne vivante. Il est la paix que tu cherches. Il est la vérité que tu désires. Il est la force que tu n'as plus. Il est l'amour que tu n'as jamais connu. Il est la voix qui dit, tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu as de la valeur, parce que je t'ai créé. Et je t'aime. Peut-être que, comme Élodie, tu as été trahi. Peut-être que tu t'es perdu dans des relations toxiques, dans l'ambition, dans la peur. Peut-être que tu as commis des erreurs. Peut-être que tu portes une culpabilité silencieuse. Mais Jésus te dit, viens à moi, toi qui es fatigué, toi qui es chargé, et je te donnerai du repos. Tu n'as pas besoin de tout comprendre. Tu n'as pas besoin de tout réparer seul. Tu as simplement besoin de croire. De dire, Jésus, je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité. Je crois que tu m'aimes. Je te donne ma vie. Je te reçois comme mon sauveur. Ce simple acte de foi peut tout changer. Pas juste ta situation extérieure. Mais ton cœur. Ton avenir. Ton éternité. Dieu ne promet pas une vie sans épreuve. Mais il promet d'être avec toi dans les épreuves. Et ça change tout. Il ne te laissera pas. Il ne te trahira jamais. Il ne te mentira jamais. Il ne jouera pas avec tes émotions. Il ne t'abandonnera jamais. Alors aujourd'hui, si tu ressens quelque chose dans ton cœur, une chaleur, une émotion, une envie de pleurer, un frisson, ce n'est pas une coïncidence. C'est le Saint-Esprit qui touche ton âme. C'est Dieu qui te dit, reviens à moi. Je t'attends. Tu peux prier, là où tu es. Pas besoin de grandes formules. Juste ton cœur sincère. Tu peux dire, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je crois que tu es mort à la croix pour moi, que tu es ressuscité, et que tu vis. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie, change mon cœur, conduis-moi. Je te donne tout. Amen. Si tu as fait cette prière, écris-le dans les commentaires. Nous voulons prier pour toi. Te soutenir. Te faire grandir dans cette foi nouvelle.
Ce n'est que le début d'une aventure incroyable. Et pour tous ceux qui ont suivi cette histoire jusqu'ici, merci. Merci du fond du cœur. Vous n'êtes pas seul. Quelle que soit la douleur que vous traversez, il y a une espérance. Il y a une lumière. Il y a un avenir. Alors abonnez-vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ces mots. Cliquez sur j'aime. Et surtout, ouvrez votre cœur à l'amour le plus vrai qu'il soit, celui de Dieu. On se retrouve très bientôt, pour une nouvelle histoire. Mais entre-temps, restez fort. Restez vrai. Et surtout, restez proche de celui qui vous aime plus que tout. À très vite. Et que Dieu vous bénisse abondamment.